Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Le Panier, c'est le premier podcast e-commerce et retail en France que j'anime maintenant depuis plus de 6 ans. Je suis Laurent Cress et très heureux de vous accueillir. Dans Le Panier, je rencontre des responsables e-commerce, digitaux, des fondateurs de start-up, de DNVB qui viennent me raconter leurs apprentissages, leurs pratiques, tout ce qu'ils ont pu faire pour vendre plus et mieux en ligne. Le but étant évidemment de vous donner à vous, chère audience, les clés pour réussir à votre tour. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Ramzi Ramrani, qui est directeur du digital pour Nutrimuscle. Nutrimuscle, en bref, c'est une marque pionnière et engagée dans la nutrition sportive française, qui est reconnue pour sa qualité, la transparence et l'efficacité de ses produits, et qui cartonne. Elle a été rachetée il y a quelques années, je vais parler mieux français et articulé, par Théo Copolata, qui l'a racheté en 2018. Exact. Ça faisait 4 millions. Aujourd'hui, ça en fait 40. Exact. Et toi, tu es depuis plusieurs années en charge justement de cette croissance sur la partie digitale et acquisition et activation. C'est bien ça. Bienvenue sur Le Panier et bienvenue à toutes et à tous. Si c'est la première fois que vous écoutez ou regardez Le Panier, pensez à vous abonner sur Spotify, sur YouTube, où que vous soyez. On va parler de pas mal de choses parce que ton expérience, ton expertise est passionnante et je pense que tu as beaucoup de choses à nous apporter. On va parler d'IA, ton approche de l'IA, ton utilisation de l'IA sur le SAV via Shopify, sur l'utilisation d'insights pour les avis clients que vous recevez. Vous en avez plus de 27 000 à date. On va parler de comment vous avez cassé la dépendance au paid. Vous êtes passé en l'espace de 2 ans de près de 60%. Ouais, 50-60%, effectivement. 50-60% à 20% aujourd'hui. Vous avez divisé votre CAC par 2. C'est hyper intéressant. On va parler de repeat. Vous avez jusqu'à 70% de repeat business chaque mois. Comment, pourquoi et comment est-ce que tu travailles ta base? On va parler aussi d'un autre sujet qui est intéressant, c'est que vous avez une gamme qui n'est pas la gamme principale et vous en avez fait un spin-off de marque. Donc elle est distribuée à la fois sur le site Nutrimuscle mais aussi sur le site Nutri-Éléments qui est une gamme plutôt wellness. Bref, plein de sujets. Et puis on parlera aussi du marché parce que moi c'est un marché que je ne connais pas forcément, celui des compléments alimentaires pour la salle de sport avec différents personas. Bref, tout un programme. Bienvenue Ramzi. Merci Laurent, merci pour l'invitation. Mais je t'en prie, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter dans les grandes lignes? Alors dans les grandes lignes, donc j'ai 47 ans. Je suis né en 78, donc un peu ancien. Je fais du digital depuis 25 ans approximativement. J'ai une formation d'ingénieur en système d'information. Donc je suis franco-algérien, ingénieur en système d'info. Et j'ai fait une école de commerce et j'ai enchaîné depuis 2004 approximativement différentes agences. Donc j'ai un parcours essentiellement en agence. Attends, je t'interromps quand même une seconde parce que notre cher Ramzi, aujourd'hui présent, a lancé une boîte de CRM en 1999. Exact. C'est la fin de mes études, effectivement, une boîte qui s'appelait le Sarbacane Communication, donc une boîte de com et d'email, de collecte d'email puis de routage d'email. Donc c'était 99, c'est un peu précurseur. Oui, au tout début. Donc une boîte qui a été revendue en 2022. Voilà, donc c'était 2022 non, 2002, pardon. 2002, pardon. Oui. Donc c'est 2002. Non, 2002. Donc c'est essentiellement du routage, voilà, de la collecte, du routage avec la plus grosse base de données d'email au Maghreb, donc qui était donc louée à l'usage et après l'outil lui-même de routage qu'on avait créé pour nous, revendu, utilisé par d'autres. Ensuite différentes expériences. Ensuite, différentes expériences, essentiellement en agence, donc Publicis, Digitas, donc chez Publicis, Full Six chez Havas, et d'autres petites agences un peu plus moins grand groupe, Same But Different sur la partie luxe, cosmétique, sur une agence franco-chinoise, donc avec un marché que je découvrais, donc des maisons de luxe qui souhaitaient s'implanter et être présent digital en Chine, donc on les accompagnait surtout sur ça. Donc moi j'étais responsable du e-commerce avec une petite équipe pour créer le site, faire de l'acquisition, CRM, les accompagner sur les PNL aussi. Donc on gérait les PNL de ces maisons de luxe petites ou grandes sur le marché chinois et français aussi. Donc voilà, donc j'ai commencé à avoir cette expertise, cette casquette de e-commerçant en termes conseil, et en même temps un peu e-commerçant sur d'autres projets. Et j'ai rejoint par la suite une aventure chez L'Oréal comme directeur CRM chez Lancôme. Passage
plutôt rapide, parce que 1 année à peu près. Et par la suite, donc une aventure start-up avec des anciens collègues d'agence. On a créé donc Wengo, donc une belle aventure qui s'est terminée par le rachat de Vivendi, de la start-up. Et voilà, après des missions d'agence, comme je l'ai dit, sur des thématiques très héroïstes. Je rentrais dans des agences pour les accompagner à restructurer la partie e-commerce et héroïste de l'agence, en regroupant leurs clients existants ou en les aidant à acquérir de nouveaux clients sur des appels d'offres, par exemple. Jusqu'à Nutrimuscle, donc les belles rencontres. Formidable. Nutrimuscle, tu nous dresses le portrait robot? Donc Nutrimuscle, comme tu l'as dit, leader dans la complémentation alimentaire pour les sportifs, marque qui a certains principes, la transparence en un, le bon produit, essayer d'avoir des produits avec le moins de composants, donc aller plus rapidement à la performance donc, du produit, et avoir une gamme produit plutôt élargie pour répondre à tous les besoins des gens qui vont à la salle de sport. Donc on parle de musculation, de crossfitter, de renforcement musculaire, un rugbyman qui va à la salle de sport pour se renforcer. Donc on parle de tous ces sports-là qui se passent dans la salle de sport. Donc on les accompagne dans leur complémentation alimentaire. Donc votre positionnement qui est quand même particulier, parce que des sociétés qui offrent des produits de complémentation alimentaire, oui. Des compléments alimentaires, complémentation, ouais, okay. On peut le dire comme ça. Bon, de compléments alimentaires, on en voit beaucoup, on en a eu plusieurs sur le panier. Le positionnement très spécifique de Nutrimuscle, c'est dans la salle. Alors, pour le bodybuilder, jusqu'au, vous élargissez un peu, celui qui va 2 fois par semaine, celui qui fait de la gym à la maison, exact. Le sportif qui vient faire du renforcement. Oui, c'est ça. Donc ça peut être effectivement les sports aujourd'hui qu'on appelle hybrides, les personnes qui font du sport hybride, c'est-à-dire, oui, il fait un peu de vélo, un peu de natation, mais il fait aussi de la salle de sport pour se renforcer. Donc, on a tous en tête les gens qui font du Hyrox, le CrossFit, par exemple. Et bien sûr, notre client numéro 1, qui est la personne qui fait de la musculation, du renforcement musculaire, femme ou homme. Donc, c'est ça le cœur, effectivement, de nos personas. Et on leur offre une gamme produit, je dis, élargie. On a un catalogue produit de plus de 130 produits pour leur permettre de trouver chez nous des produits qui n'existent que chez nous, par moment. Donc, sur certains produits, on a une gamme produit tellement élargie, tellement bien ciblée que on sait que certains produits sortent à très, très faible quantité, mais on l'assume. Et on offre un catalogue élargi pour que ces gens-là trouvent le produit chez nous. Sur un marché très très dynamique, on voit des grosses croissances, on voit aussi beaucoup d'acteurs, alors de toute taille. De toute taille, il y a des niches, des acteurs de niche qui apparaissent partout. Donc il n'y a pas une semaine, 10 jours, on n'entend pas parler d'une nouvelle marque. Effectivement, en fait, c'est un marché en pleine croissance. C'est un marché qui prend aujourd'hui entre 7 et 10% chaque année. Et c'est un marché qui se spécialise donc, sur des niches. Et les plus gros, bien sûr, qui, eux, deviennent de plus en plus généralistes. Ok, tu peux me donner une idée de la taille du marché ? Donc, c'est à peu près 500 millions d'euros. En France, aujourd'hui. Oui. Et vous faites une quarantaine de millions, vous êtes dans le on top est dans 3, le top 5 top 3 des marques. Donc, sur la partie musculation, on est top 1. Et sur la complémentation sportive au sens large, on doit être dans le top 3, effectivement. Ok. Marché orienté sport, comme tu me l'as dit. Enfin, pardon, vous êtes orienté sport, comme tu me l'as dit. Je reviens un peu sur la transparence. Alors, tu me le disais quand on préparait l'épisode, mais il y a sur une boîte, il y a écrit tel élément, 3 petits points, et c'est That's it. Ouais. Donc, l'idée, c'est la transparence, pour nous, c'est plusieurs choses. Donc, premièrement, c'est d'où vient l'ingrédient. Donc, on communique. Vous allez sur nos fiches produits, sur le site. Vous allez avoir le fournisseur. On est fiers de présenter nos fournisseurs. On sait d'où ça vient, quel pays, quelle région. Donc, on communique ouvertement sur ça. Très peu de marques le font. Donc la transparence commence là. Après, effectivement, dans la composition, donc les composants choisis et donc d'une partie, et la composition elle-même, elle est minimaliste, on va le dire comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a le moins d'adjuvants, le moins d'émulsifiants. Ça rend le produit par moment complexe,
à utiliser. Je prends l'exemple de nos protéines. Le fait de ne pas avoir des adjuvants, des additifs qui permettent, par exemple, de simplifier le mix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever les grumeaux, baisser le niveau de la mousse. La protéine, en fait, c'est une protéine de lait. Plus le taux de protéine est élevé, plus ça fait de mousse quand on la shake dans son shaker. Sauf qu'il faut ajouter des adjuvants pour enlever cette mousse-là et pour que ça devienne, pour le client final, plus simple à boire. Nous, on ne le fait pas et on l'assume. Donc, il y a tout un travail d'évangélisation du client sur cette partie. Donc, c'est un choix de transparence et de simplicité, d'aller directement à ce que fait le produit, à mettre uniquement les composants essentiels. Les composants essentiels qui ont un impact. Exact. Je veux bien qu'on parle du conso, parce que c'est quelque chose que je connais pas vraiment. Moi, je connais le complément que je prends le matin pour, je sais pas, ma microbiote ou ce genre de choses. Le complément sportif, quand est-ce qu'on y va, qui y va, et quelle fréquence d'achat, quel tarif, quel prix? Alors, tout dépend des gammes produits. Si on commence par la gamme la plus importante, les protéines. Donc, les protéines, on le sait, on a besoin de complémentation de protéines si on fait donc, du sport en général. Par moment, on en a besoin sans faire du sport. Ça dépend de l'alimentation. Ouais. Exactement. Ça dépend de notre alimentation. On a tous des besoins de protéines. Les protéines, ça sert à plein de choses, notamment à la récupération musculaire, à la construction du muscle. Donc, la prise de protéines pour un sportif, si on revient à ces personnes-là, elle est très importante pour reconstruire le muscle. Donc, on y vient quand notre alimentation n'est pas complète en termes de protéines, ou quand elle est complète, mais qu'on fait 4-5 séances de sport par semaine et que c'est impossible de s'alimenter suffisamment pour avoir le taux de protéines idéal pour sa reconstruction musculaire. Donc, à partir de 3-4 fois par semaine de séances de musculation ou de sport en salle par semaine, il est presque impossible d'avoir sa dose de protéines nécessaire uniquement par le biais de l'alimentation, sauf si on s'alimente de près d'1 kilo de viande par jour. Voilà, les quantités sont monstrueuses pour arriver au taux nécessaire. Donc, moi, alors pardon, je rapporte la discussion à moi, je suis désolé, mais je ne sais pas si je suis représentatif. Je serais triste que ce soit le cas, je serais étonné que ce ne soit pas. Moi qui, dans mes bonnes périodes, peut aller jusqu'à 2 ou 3 fois à la salle par semaine, jusqu'à 3 fois, c'est qui me pousserait, qui me proposerait, qui ferait l'ambassadeur de cette reconstruction musculaire via la prod, par exemple. Quel est le parcours de découverte? Alors, le parcours de découverte, ça peut être les coachs, donc là, dans la salle. Ouais. Donc ça, c'est un premier parcours. Forcément, les influenceurs en digital, notre présence paid organique en digital. Et le biais d'entrée, c'est l'alimentation. Parce que faire du sport, on vient tout de suite à comment s'alimenter pour récupérer. Parce qu'on va se sentir très rapidement si on s'alimente mal, fatigué ou courbaturé, ou on a du mal à récupérer pour sa prochaine séance. Donc à un moment donné, le fait de se sentir comme ça, comme utilisateur, comme sportif, vous allez essayer d'aller vous informer sur comment je fais pour mieux récupérer, comment je fais pour mieux performer. Tout dépend des objectifs de chacun. Quelqu'un qui va à la salle pour perdre du poids, pour gagner du muscle, pour faire des performances sportives. Donc chacun ses objectifs. Et avec ces différents objectifs, on va se questionner sur son alimentation. Et nous, on vient à ce moment-là. Parce que quelqu'un qui se questionne, il va se questionner sur son apport de vitamines, de protéines, de magnésium, d'acides aminés. Donc, et là, on répond à toutes ces questions-là. Donc, ça peut être dans la prise de muscle pur, ça peut être dans la performance, donc ça veut dire faire plus que ce que je fais d'habitude, et ça peut être dans la récupération, donc pour être moins fatigué, pour pouvoir enchaîner. Donc, il y a plein de phases et plein de produits dans chacune. Compris. Plein de produits, on va en parler dans un instant, l'innovation, lancement de nouveaux produits. Mais avant ça, juste pour comprendre la société, tu m'as dit une 40aine de millions à date. C'est une société qui a 30 ans, fondée en 93 à la base. Ça fait de vous un grand-père sur le marché, pour une boîte qui est très innovante aujourd'hui, pardon. Je veux pas que ce soit mal perçu, mais c'est rare. Enfin... C'est vrai. Donc c'est une boîte qui existe, c'est une marque qui existe depuis
plus de 30 ans maintenant, 93. C'est une marque qui a été tournée sur la performance sportive, l'innovation de produits depuis le début, qui a construit une communauté depuis 30 ans. Donc, il y a des gens qui sont encore chez nous depuis 30 ans. Et elle s'est toujours appelée Nutrimuscle ? C'est toujours appelé Nutrimuscle. Le score SEO doit être incroyable. Oui, le score SEO est pas mal. On parlera d'SEO tout à l'heure, mais effectivement, le score SEO est pas mal. Racheté en 2018 par Théo, comme je l'ai dit, elle faisait 4 millions. Aujourd'hui, elle en fait 40. C'est un x10 en l'espace de 5 ans. C'est assez incroyable. Et sur les 40 millions, il y en a 30 qui sont faits en ligne. eShop. eShop, pardon, excuse-moi. Oui, sur votre eShop, on dit aussi. À la fois sur principalement sur Nutrimuscle et un peu sur Nutri-Éléments, qui est cette marque que vous avez spin-offée. Les 10 autres % ils viennent d'où ? Les 10 autres millions, pardon, excuse-moi. Marketplace au sens large, essentiellement Amazon, mais Marketplace. Ok. Et en 2, le B2B. Donc notre présence offline, cette fois-ci, dans des salles de sport, dans les magasins spécialisés. Donc, c'est une partie qui prend de plus en plus de place, qui nous permet d'aller toucher les clients au début de leur parcours, notamment, parce que c'est une présence non seulement business, parce qu'on vend offline, mais c'est une présence aussi brand, parce que la marque est présente dans la salle et on est présent chez les prescripteurs, donc les coachs, les salles de sport et les magasins spécialisés. Est-ce qu'il y a... en plus, c'est un marché qui est en plein essor. Je vous invite à écouter, chers auditrices, chers auditeurs, le premier épisode, puis le catch-up que j'ai fait avec Fitness Park, hyper intéressant. J'ai l'impression de plus en plus de salles qui touchent des zones de chalandise de plus en plus rapprochées, on va dire resserrées. Exact. On a tous une salle de sport à moins de 500 mètres de chez soi quand on vit dans une grande agglo. C'est un marché que vous êtes allé chercher pour justement la prescription, pour le... Non, on est parti le chercher parce qu'on sait que c'est dans l'esprit d'omnicanalité d'arriver à vendre offline. La stratégie n'était pas avoir ses propres magasins, donc il fallait être présent là où le client est présent. Donc la salle de sport, logiquement, les magasins spécialisés par la suite et les gros retailers. On parle de Decathlon et autres par la suite. On est présent chez certains. Chez certains, okay. On est 2 ou 3 Decathlon. Voilà. On teste. Nous, on teste et eux, ils testent. Dans la réalité, c'est ça. Nous, on teste. Exactement. Nous, on teste l'attraction. Pareil, chez Fitness Park, on est présent. Vous savez, le réseau Fitness Park, il y a des franchisés, il y a ceux qui ne le sont pas. Donc, chez les franchisés, il faut y aller un par un. Donc, ça demande une énergie commerciale de sales importante parce qu'il faut les démarcher, discuter, les convaincre et leur prouver qu'ils peuvent faire du business avec nous un par un. Et on a une autre démarche avec ceux qui font partie de la maison mère de Fitness Park pour être présent dans le reste des Fitness Park. Donc, on est en test sur les deux et on a une part de franchisés et on a quelques salles en direct. Excuse la question de néophyte, mais ça se prend à quel moment un complément alimentaire lié au sport, au moment de la séance, avant la séance? Ça dépend vraiment lesquels. Ça dépend vraiment lesquels. Comme je l'ai dit, il y a des compléments de recherche de performance que je prends souvent avant. Juste avant? Oui, juste avant. Ça dépend de la vitesse d'assimilation, ça dépend de plein de choses, mais il y a des protéines, par exemple, juste sur la gamme protéines, on a des protéines à assimilation rapide, moins rapide, lente. Donc, on peut imaginer que le muscle demande reconstruction juste après la séance, dans les 2-3 heures après la séance. Et c'est à ce moment-là où il faut avoir de la protéine dans son corps. Donc, tout dépend quelle protéine j'ai. Est-ce que je dois la prendre pendant ma séance ou 2 heures avant, par exemple, pour avoir une assimilation lente. Et la combinaison de ces protéines est intéressante pour les grands sportifs, pour avoir un taux de protéines intéressant, assimilable en continu. En continu, donc, ok. Voilà. Et donc, une autre partie de ces 10 millions sur Amazon, sur quelle zone géographique? Alors, énormément, essentiellement la France en termes de chiffre d'affaires. Okay. Néanmoins, en distribution, on est en SBA. Donc, l'idée d'Amazon, c'est de tester notre attraction dans plusieurs pays, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et autres pays, pour voir s'il y a une attirance vers la marque, une attraction, et après développer et être présent avec notre e-shop.
Donc, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant vous étiez présent dans exactement. Vous ouvriez un pays en ouvrant c'était beau ça, en ouvrant le e-shop directement. Exact. Il y a 2 ans et demi, quand je suis globalement arrivé chez Nutrimuscle, il y avait une présence avec le e-shop en Allemagne, en Espagne et en Italie. On est revenu en arrière pour se concentrer sur la France et on utilise cette fois-ci Amazon pour être présent dans ces pays. Donc c'est plus simple pour nous, plus rentable aussi, disons-le comme ça, et surtout avec une approche de test and learn. On comprend les produits qui marchent d'un pays à l'autre et on se donne le temps de s'adapter et de le faire bien quand on arrive. Et l'expérience du Japon, donc là on est présent au Japon, donc en marketplace d'abord. Donc quand je dis Amazon, c'est marketplace, mais c'est Amazon Rakuten au Japon. Et on a ouvert le e-shop il y a quelques mois sur le Japon. Après avoir prouvé qu'il y avait cette appétence, cette attirance vers la marque. Et on a prouvé non seulement qu'il y avait de l'attirance, mais au lancement du e-shop, on s'est posé la question sur la cannibalisation, de se dire, on fait X euros de chiffre d'affaires sur les marketplaces, j'ouvre le e-shop, est-ce que mon chiffre d'affaires ne va pas être dispersé sur le e-shop et Amazon ou Rakuten, et donc faire le même chiffre d'affaires en fait de compte. Et en fait de compte, non. On arrive à avoir, comme en France, des clients très différents entre les gens qui achètent sur Amazon, qui ont souvent des paniers multimarques. Son oméga 3 chez une marque A, son protéine chez Nutrimuscle, et ainsi de suite. Et sur le Japon, c'est pareil. Donc, on a donc une clientèle dédiée à la marque, et eux connaissent la marque et viennent sur notre e-shop pour acheter toute la gamme produit. Mais tu vois de la perméabilité entre l'acheteur e-shop et l'acheteur Amazon, même si tu me dis que tu as quand même un persona qui est assez différencié ou des habitudes d'achat différenciées. Alors, il n'y a tellement pas d'effet, on ne remarque aucun effet. C'est-à-dire, je fais un X% de remise sur Amazon, je ne vois aucun impact sur le e-shop, et le contraire aussi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de la cannibalisation entre les deux. Néanmoins, forcément, une offre sur Amazon va être diffusée en shopping Google, et ça va me concurrencer le e-shop. Donc, concurrence du e-shop avec notre Amazon, donc on s'auto-concurrence. Les marketplaces rachètent du SIA, du paid, et donc on commence à se concurrencer, en tout cas sur certaines requêtes en paid. Donc là, oui, il y a de la cannibalisation. Oui, il y a quelques frictions qu'on voit comme ça, comment on essaye de gérer, en tout cas, sur où renvoyer le trafic, sur quelle requête. Néanmoins, en termes de chiffre d'affaires, sincèrement, et en termes de performance, je ne vois pas d'impact. Et vous faites du retail média aussi sur Amazon ou les marketplaces? Non, pour le moment, on a testé, mais pour le moment, on achète du ads, mais spécifiquement pas du ads en dehors d'Amazon. On fait que du Amazon Ads en SERP et sur Amazon, sur notre présence Amazon pour envoyer le trafic. Donc, on a effectivement une partie du budget ads Amazon. Donc, on a une personne en interne qui gère cette partie. Full time? Qui est freelance. Oui, d'accord. Qui gère. Mais donc, il y a quand même de l'achat média sur Amazon. Ouais. Il y a évidemment de l'achat média sur la marque en dehors d'Amazon. Et tu dis qu'il y a donc assez peu de perméabilité, c'est assez imperméable sur les parcours d'achat, en tout cas sur les acheteurs que vous avez. Exact. Ok. Je pense que c'est dû essentiellement à l'aspect communautaire. On y reviendra, mais on a une grosse partie de nos acheteurs qui sont déjà présents dans la base de données, la rétention. Il y a le programme de fidélité. Ils savent très bien, ces acheteurs-là, qui bénéficient d'avantages qu'ils n'auront pas sur Amazon. Déjà, juste par le biais de leurs points fidélité. En venant chez nous, ils vont bénéficier des mêmes avantages sur Amazon. Par exemple, sur Amazon Prime, shipping gratuit, pareil, parce qu'ils sont dans le programme de fidélité. Et en plus, ils collectent des points et ils utilisent les points pour avoir des produits gratuits et pour bénéficier d'autres avantages. Donc, toute l'idée est de créer un avantage pour le client d'être directement sur l'e-shop versus Amazon. Néanmoins, la force d'Amazon, c'est effectivement la distribution. Et deuxièmement, on revient au panier hybride. Voilà, le client qui veut, dans son panier, avoir la prot de chez nous ou l'oméga 3 de Nutrimuscle et la protéine d'une autre marque. Alors, restons sur ce sujet. On reviendra après sur les autres sujets que je voulais aborder avant, mais
Tu l'as dit, vous êtes une marque communautaire. On passe un grand coucou à Will Moujol, je ne dis pas de bêtises, de Yotpo. Exact. Qui a permis cette... qui nous a mis en relation. Qui nous a mis en relation. Il m'a dit, écoute, il faut que tu rencontres Hamzy, il est incroyable, il va te parler data croissance. Merci Will. Et fidélité, puisque vous utilisez Yotpo avec, tu l'as dit tout à l'heure, marque communautaire, 60-70% de rétention. Oui, donc on utilise Yotpo comme outil effectivement pour gérer la rétention, la fidélité. Donc on a un programme de fidélité, je vais commencer par ça, qui s'appelle le NM Club, donc Nutri-Muscle Club, et qui est un programme à points et à paliers. Donc c'est-à-dire on gagne des points, plus on achète, plus on est engagé, plus que de l'achat, parce qu'on peut gagner des points si on suit le compte Nutri-Muscle Instagram, on peut gagner des points par d'autres biais que de l'achat. Et ça, tout ça, tu le gères avec Yotpo? Oui. Donc, on gagne des points. Avec ces points-là, je peux bénéficier d'avantages. Et en même temps, plus je gagne des points, plus je cumule ces points-là, plus je peux changer de statut, initier, déterminer, légende à la fin. Donc, on a à peu près, je dirais, 2-3% de notre base de données qui est légende. Donc, ça reste faible et ça reste le bon taux pour que ça devienne une attraction. 2 à 3% de la base qui est légende. Ouais. Légende, c'est le palier le plus haut et qui bénéficie le plus avantage. Donc, c'est la quête. Voilà. C'est la quête qu'on soumet à nos clients. C'est devient une légende. Et l'idée, voilà, c'est mettre en avant de plus en plus d'avantages qui peuvent être des avantages produits, réduction, mais on espère un peu plus parce qu'on offre des expériences. Le fait de venir assister à des talks chez nous, le fait de recevoir des cadeaux, le fait d'être testeur de produits en avant-première, il y a plein d'avantages d'être légende, en tout cas aujourd'hui, et on essaie de les étoffer, de les améliorer, d'animer ce programme-là. Donc, cette mécanique-là nous permet de créer de l'engagement, donc de faire des liens et des ponts entre notre présence sociale, par exemple. Je donne un exemple, on a un Discord. On a une communauté sur Discord. Toute l'idée est de faire le lien entre cette communauté, parce que le but n'est pas de créer des communautés dans tous les sens, et le programme de feed. C'est-à-dire, j'ai des gens sur Discord, je ne sais pas si ils sont clients ou pas, parce que je n'ai pas leur data. Potentiellement, ils viennent d'Amazon ou d'une marketplace. Exactement. Ou d'une boutique, d'ailleurs. Ouais. C'est exactement ça. Il y a des gens qui sont sur Discord pour discuter avec leurs amis, qui sont peut-être des clients d'autres marques. Néanmoins, l'idée, c'est de leur dire... il y a une gamification sur Discord qui leur permet de gagner des points du programme de fidélité et faire les ponts entre la marque, le e-commerce et tous ces moyens. Je donne l'exemple de Discord, mais ça peut être Instagram, ça peut être Snapchat, et ainsi de suite. Donc, c'est faire des ponts entre nos communautés. Je dis nos au pluriel parce que les gens qui nous suivent sur Instagram, c'est aussi une communauté. Pareil sur les autres réseaux. Et là, notre vraie communauté de clients qui est sur le NM Club et donc avec Yotpo, avec le programme de fidélité. C'est hyper intéressant. On avait parlé avec Thomas d'Email Club. Quand on met en place un programme de feed, la réflexion, la strat en amont est hyper importante. Comment est-ce que vous l'avez posée et quelles ont été ses évolutions depuis sa mise en place? Ça peut être risqué, ça se teste, il peut y avoir un impact, il y a un impact budgétaire parfois très important. Oui. Ça se met dans un Excel en tout cas avant de... Oui, forcément, ça se met sur un Excel. Moi, par le biais de mon expérience d'avant en agence, j'avais lancé des programmes de fidélité pour des marques avant. Donc, j'avais un peu de recul sur... le comment faire, j'avais peut-être des choix déjà établis, en tout cas ce que je voulais faire, je l'avais en tête. J'avais participé à la création du programme de fidélité chez NYX, la marque de L'Oréal et d'autres marques. Donc l'idée était essentiellement de donner aux clients des avantages perceptibles d'un palier à l'autre et de lui permettre d'être reconnu par la marque. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1. Deuxièmement, c'est de sortir de l'aspect uniquement mercantile du point et de sortir de l'idée de 1 point, ça vaut X euros et tu gagnes 1 point si tu dépenses 1 euro, et de sortir un peu de ça où je peux te dire, tu viens, on fait un event au bureau, si tu passes nous voir, je te donne 10 points. Rien à voir avec ton achat. Donc, si tu parraines des amis, tu as X points. Donc, sortir de l'aspect uniquement mercantile. Donc, ça, c'était l'objectif numéro 1. Créer un programme
forcément, il a évolué. Donc, on a posé sur le papier, comme tu viens de le dire, mais ce qu'on pose à l'usage, à l'A/B test, à l'usage, on est passé, par exemple, de 4 paliers à 3 paliers pour devenir légende. Il y a 2 mois. Voilà. Okay. Donc, il y a 2 mois, on a essayé de simplifier. Pourquoi ? Parce que 4 paliers dans le programme de fidélité, on s'est retrouvé en termes de statistiques sur des gros paliers et à côté un tout petit. Donc, du coup, on a ajusté pour que ça soit plus simple à comprendre et que ça soit plus équilibré en termes de programme de fidélité. Okay. Donc, on l'a simplifié il y a quelques mois pour le transformer en programme à 3 paliers. Tu me parlais du Discord, il y a d'autres endroits où la communauté peut se retrouver. Comment est-ce que vous les mettez en avant ? Je regardais les fiches produits, j'ai pas l'impression de voir de gros appels ou de QR code qui dit viens nous parler. Non. Quand on est membre du NM Club, quand on crée un compte, ça démarre avec plein de contenus différents. On a une partie training, par exemple, où on commence à avoir des vidéos qui parlent de capacité à s'entraîner en salle de sport. On parle d'entraînement physique, de préparation morale et d'alimentation. Donc, il y a des biais comme ça qui appellent la communauté, en tout cas appellent un client ou un prospect à rejoindre une communauté de training, dans mon exemple, ou le NM Club, le programme de fidélité avec ses avantages. Donc, l'appel se fait au premier achat et pas en amont, déjà. Et après, il y a une construction qui se fait tout doucement, parce que l'idée... c'est pas d'appeler la personne à rentrer dans une communauté tout de suite. On veut d'abord convaincre par le produit. On veut d'abord convaincre par nous-mêmes. Donc dire, tu prends nos produits, voilà comment ils sont fabriqués, la transparence, la performance du produit. Si tu es convaincu, sache qu'il y a toute une communauté que tu peux rejoindre et qui peut t'accompagner. Donc c'est ça le discours et le parcours. Je comprends et je te posais la question de la fiche produit, de l'étiquette, pardon, par rapport à l'achat qui ne se fait pas en D2C, sur l'e-shop. Oui. Tu vois, comment est-ce que tu essayes de rapatrier ou de parler ? Alors, rapatrier, pardon, c'est en tout cas de parler à cette communauté. Qui n'achète pas sur l'e-shop. Qui n'achète pas sur l'e-shop. Alors, c'est très compliqué parce que le QR code est interdit sur Amazon et autres. Donc, pour le moment, sincèrement, on essaye c'est par les prescripteurs. Donc, quand c'est en salle de sport, par exemple, un coach sportif peut devenir influenceur / partenaire chez nous. Donc, il peut rejoindre... On a une application mobile qui s'appelle NM Squad. Donc, c'est une application qui permet de rejoindre un programme d'affiliation. Je vais simplifier, mais c'est à peu près ça. On télécharge l'application. On est coach, par exemple. On télécharge l'application. Ça permet d'avoir un lien pour promouvoir les produits, créer sa wishlist et la diffuser auprès de ses clients. Donc, être prescripteur. Donc, en salle de sport, il peut sélectionner sur son application 3-4 produits et l'envoyer à la personne qui est en face de lui, comme une ordonnance, entre guillemets. Et sur l'application, il a aussi toute l'actualité, les promos, du e-shop. Donc, on crée un lien avec le prescripteur. Toute l'idée est de dire au prescripteur, ton client qui achète en salle de sport, il devrait aussi... Et ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas acheter en salle de sport, parce qu'il n'y a aucune salle de sport qui a 100% de notre catalogue. Ça n'existe pas. Donc forcément, il peut acheter les produits qui sont en salle de sport et se complémenter avec d'autres produits sur l'e-shop. Voilà. Donc toute l'idée est de faire ce lien-là. Mais sur les marketplaces Amazon, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ouais. Petite question, un aparté. Vous avez les mêmes produits, le même catalogue sur l'e-shop et sur Amazon ? Non. C'est une sélection ? Oui, c'est une sélection. Mais on retrouve les produits... sur Amazon, enfin les produits qui sont sur Amazon, on les retrouve dans le catalogue. C'est pas des produits spécifiques. Alors, de plus en plus, il y en aura des spécifiques. Okay. Pour le moment, il y a des formats spécifiques. Okay. Et des fois, des formats qui sortent sur Amazon avant le e-shop pour tester. Donc, par exemple, on a un format sur les protéines de 2,25 kg qui est présent sur Amazon, que vous pouvez trouver sur Amazon, mais qui n'est pas encore présent sur l'e-shop. Donc, il y a dans les deux sens. Ça peut fonctionner sur des tests produits. Ça nous permet aussi de gérer le prévisionnel, par exemple, tout simplement. De voir est-ce que le produit sort, est-ce qu'il y a une attraction sur le produit, avant de le lancer sur l'e-shop, où on va faire 10 fois plus de ventes. Donc ça peut servir dans les deux sens. Alors, c'est intéressant parce que c'est facile de lancer de rajouter un produit dans ton catalogue sur Amazon, mais c'est aussi très facile de le faire chez toi. Tu as déjà ta centrale, ta catalogue, tu as ta base client. Mais je suis fabricant, donc ça veut dire que si je sors un nouveau format,
est-ce que je dois m'adapter aux quantités qui vont sortir sur l'e-shop, qui sont 10 fois plus importantes que sur Amazon, un nouveau format, c'est-à-dire des achats de pots, d'étiquettes. Donc, je préfère, on limite nos achats sur le format, si on parle purement format dans cet exemple, ou ça peut être une saveur, un arôme. Je préfère faire des petites quantités, entre guillemets, dédiées à Amazon, voir l'attraction sur le produit et construire un prévisionnel avant de le mettre sur l'e-shop. Ok. Une question de rentabilité et de ne pas s'éparpiller sur nos lignes de production à l'usine, dans l'unité de production. Oui, parce que alors je sais plus si tu l'as dit, mais tu viens de le faire en tout cas, vous produisez vos produits. Exactement. Donc ce qui aussi est une particularité des sociétés dans la verticale que je reçois. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup qui ont leur unité de production. La majorité sous-traitent leur production, même à des usines peut-être françaises pour certains, certains de nos concurrents, mais ce n'est pas leur propre unité de production. Nous, on a notre unité de production et notre plateforme de préparation de commandes et de shipping. Donc sur l'unité de production, effectivement, on fait les mélanges chez nous, on fait l'empaquetage, l'étiquetage, et donc on gère toute la chaîne de production, d'où la transparence aussi, et de savoir ce qu'on met dans nos pots et de nos mélanges, et de gérer les dosages comme on le souhaite. Donc on a la capacité et l'agilité de créer un nouveau mix produit ou un nouveau produit très rapidement. Néanmoins, voilà, l'usine a une taille particulière, donc elle est importante, mais ça reste limité. Donc ça veut dire que il faut qu'on gère le nombre de SKU, le nombre de produits aussi, pour offrir un catalogue étoffé, mais bien géré pour ne pas avoir 4000 SKU très vite. Compris. D'avoir 60 à 70% de rétention, de repeat, ça veut dire que tous les mois, tu as 60 à 70% des achats qui sont faits par des clients existants et qui sont déjà dans la base. C'est une sacrée dépendance à ta communauté. C'est bien parce que j'imagine que tu fais des économies sur ton CAC. Exact. On va parler de LTV dans un instant. J'aimerais ton avis sur cette dépendance ou plutôt le ratio idéal que vous visez. Alors, est-ce que vous êtes là où vous souhaitez être? Nous, on est là où on souhaite être. Ok, donc un tiers de conquête, exactement. de nouveaux acheteurs et 2 tiers de... Tout l'objectif, on le sait, c'est de garder le client dans le temps. Quelle marque ne souhaite pas ça? De garder un client dans le temps, d'avoir des clients fidèles qui vont moins nécessiter d'acquisition, parce que c'est pas dit qu'un client fidèle ne nécessite pas de dépenses paid, parce qu'on sait qu'il faut le retargeter et qu'il faut lui parler sur les réseaux sociaux, par exemple. Top of mind. Voilà. Donc, néanmoins, s'il connaît la marque et s'il a déjà acheté le produit, plus simple de l'amener chez nous. Et donc, avoir ce taux-là, effectivement, on l'a construit dans le temps. C'était pas comme ça, on l'a construit dans le temps. Ça nous permet de créer d'avoir un taux de rétention très important. Ça nous permet de gérer notre rentabilité, parce que on le sait, plus le client il achète, plus il connaît la marque, plus son panier augmente. À la première commande, le panier il est autour de 75 €. À la 5e commande, il est autour de 110 €. Donc, on peut très bien comprendre que plus on a ce taux de rétention haut, plus la CLTV augmente. Donc, mathématiquement. Et donc, ça veut dire que si j'avais 70% d'acquisition par mois, ma CLTV serait plus basse et mon AOV moyen par mois plus bas. Donc, le calcul part comme ça. Et après, on a un travail énorme, effectivement, sur proposer au client les produits qu'il lui faut. Les clients ont tendance... Pourquoi l'AOV augmente? Ce n'est pas parce que le client... Average order value, la valeur moyenne du panier. Exact. Le panier moyen, il augmente par 2 biais. Le cross-sell, donc le client a acheté à la première commande un produit. À la 5e commande, on a réussi à lui dire qu'il faut un 2e ou un 3e. Un panier, un bouquet garni. Exactement. Donc, parce qu'il y a des synergies qui se font entre les produits, il y a des boosts, voilà. Et comme on a vu tout à l'heure, il y a des produits qui vont être pour la séance, d'autres pour la récupération, d'autres avant la séance. Voilà. Et le 2e biais, c'est le format. C'est que le client achète souvent 1 kg de protéines, si je prends l'exemple de la protéine, qui va durer 1 mois d'utilisation, par exemple. Et au 2e achat ou 3e achat, quand il est convaincu, il va acheter 4 kg. Donc l'AOV, le panier moyen augmente. Donc, c'est 2 biais différents.
qu'on essaye de construire, donc forcément pour emmener le client à aller chercher plus de produits, plus de stocks et diversifier sa consommation. Donc on est sur un marché en fait de rétention et de cross-sell. C'est les deux mots-clés. Donc on essaye de tenir le client sur le long terme et lui permettre de découvrir plus de produits et de se complémenter sur les différents parcours de son activité sportive. Quelle est la LTV aujourd'hui? Pardon, la CLTV. Si je prends toute la base comme ça, elle est autour de 300 €. Donc, et si on calcule sur... je prends l'exemple des légendes, par exemple, hein, les fameux légendes de haut du panier, on est autour de 1 000 €, 900 à 1 000 €. OK. Ouais. Donc, ça dépend. On a une activité qui est quand même une grosse partie de cette base de données et sont des one-timers. Alors, c'est des gens qui ont acheté une fois. C'est normal, c'est un marché où les gens testent. Ils sont chez une marque, ils vont aller tester sur une autre marque, où ils sont opportunistes et ils vont acheter à un moment donné où la marque fait une promotion forte sur un produit. Donc forcément, il y a une partie de la base qui sont des gens qu'on travaille en CRM, qu'on essaie de convaincre, comme tout commerçant. Néanmoins, ils existent et c'est eux, ils ont une CLTV très basse parce qu'ils ont fait un seul achat. Donc voilà. Mais si on les sort, tu t'approches des 900. Exactement. Si je m'approche des 900. Et donc ça, c'est en valeur et en durée? En durée, c'est 3 ans et demi, 4 ans pour un client. Et c'est vraiment une moyenne parce que on a recruté plus les dernières années. Donc ça surpondère les derniers clients. Okay. Mais on a des clients qui sont chez nous depuis 30 ans. Ouais, donc, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est incroyable. Ouais, donc, et pourquoi on vous quitte? Alors, on nous quitte. Il y a eu pourquoi est-ce qu'on arrête? Alors, on revient au marché. Donc ça, c'est une question marché. La première raison a été, en tout cas selon les questionnaires clients, je vais reprendre ce que disent les clients, c'est l'augmentation des prix. Néanmoins, en fait, c'est une perception. Pourquoi? Parce que l'augmentation des prix se fait chez toutes les marques. Sauf que tu vas la voir uniquement si tu es chez la marque A. Donc moi, je suis client Nutrimuscle. Si je vois ma protéine, que déjà d'habitude j'achète 50 € qui monte à 60, je vais dire Nutrimuscle a augmenté ses prix. Je vais aller chez une autre marque et l'acheter peut-être à 60 €. C'est ça la réalité. Oui. Sauf que j'ai pas la perception que l'autre marque a augmenté ses prix, comme j'y étais pas. Donc, et c'est ça, c'est la perception. Le problème est dans la perception. Donc il y a beaucoup de gens qui disent vous avez augmenté vos prix, et c'est vrai. Et on en parlait tout à l'heure. Ce marché de la complémentation en salle est tourné sur la protéine en premier, et après il y a les autres compléments, les autres familles qui sont les acides aminés, les vitamines, le collagène. Mais sur la partie protéine, qui est une protéine de lait, tirée donc du lait, on a le marché des produits laitiers qui explose et il y a plus de demandes, il y a des marchés qui achètent beaucoup plus de lait et on a un cheptel de vaches qui est moins important, notamment et peut-être aussi une prise de conscience collective qu'il faut payer le juste prix, le prix juste. Exact. Et donc, à l'achat, le produit coûte plus cher. On essaye d'impacter le minimum nos clients. On baisse nos marges dans tous les sens. Néanmoins, le prix augmente, il ne faut pas se mentir. Le prix augmente, il augmente chez tout le monde. J'insiste, il augmente vraiment chez tout le monde. Ok, bon, ça c'est dit. Vous êtes chez Yotpo, on l'a dit. Vous étiez chez Klaviyo avant. Quelle raison de ce... En CRM, effectivement. Alors, je ne vais pas vous mentir, le premier sujet était un sujet prix de l'outil. Donc, j'ai un outil Klaviyo qui marchait très bien, qui fonctionnait bien en termes de perf, qui avait un coût. J'ai Yotpo qui me propose à ce moment-là un produit qui couvre 99% de ce que je faisais avec Klaviyo et qui est moitié moins cher. Le calcul était... La question est vite répondue. Voilà. Okay. Néanmoins, la question est vite répondue, mais on s'est posé quand même la question parce que quand je dis ça couvre 98-99% de ce que faisait Klaviyo, est-ce que ce 1% n'est pas la rentabilité qu'il me faut et le 1% que je dois aller chercher en CRM? Donc, on a analysé les features, ce qu'on perdait. Et je dis bien au passé parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Yotpo a évolué et l'outil a évolué et il est devenu ISO, si ce n'est peut-être même mieux sur certaines features que Klaviyo. Néanmoins, au début, quand on a signé avec eux sur le CRM, Klaviyo était meilleur en features.
Et donc, on s'est posé la question sur, on va perdre peut-être en termes d'interface aussi. Mes équipes qui étaient opérationnelles sur le CRM me disaient, oui, Klaviyo, on a pris l'habitude, créer un segment. Il faut réapprendre. Ouais. Voilà, créer un segment est plus simple sur Klaviyo en termes d'interface. Je parle d'UX et d'interface. Donc, Yotpo a évolué depuis, mais au début, on a signé, on est parti sur une notion de coût, effectivement, essentiellement, parce que les features, j'ai pas pris un produit sur le papier meilleur que Klaviyo à l'instant T. Néanmoins, ils ont su s'adapter, évoluer, et que le produit a appris à maturer maintenant, et il y a énormément d'équipes dessus. Et on arrive surtout à, je pense, j'ai une bonne relation avec Yotpo, donc on arrive à communiquer sur le produit. Ils nous écoutent sur nos besoins et ils développent des features pour nous. Donc on arrive à... Vous avez un poids dans le backlog. Je pense. donc ça aide aussi. Il y a un autre sujet sur lequel je voudrais te lancer. Tu parles de marque communautaire. Vous avez une trentaine d'années. Alors, les systèmes ont évolué avec le temps, ou ont changé avec le temps, mais vous avez aujourd'hui, je crois, 27 000 avis avec une super note. Pour une DNVB qui a 2 ans et qui a 5 000 avis, c'est super. Quand tu as 30 ans, et je ne sais pas depuis quand datent les plus vieux avis, comment tu gères cette évolution et puis ensuite, toi qui es passionné d'IA et qui est un peu geek sur les bords, c'est vrai. Comment tu utilises l'information et les signaux faibles, signaux forts contenus dans les avis avec l'IA pour avoir de l'insight sur ton site, ton produit, ta distrib, ton communication? Effectivement, un nombre d'avis important, une marque ancienne veut dire aussi des avis anciens et qui ont moindre valeur. Pourquoi ? Parce qu'un avis sur un produit qui a évolué, forcément, il a une moindre valeur. C'est-à-dire, les produits ont évolué par leur composition, par la qualité du produit, les changements de fournisseurs. Donc, l'avis qui date d'il y a 6-7 ans a moins de valeur forcément. Sauf qu'il existe, il existe et il est là. Donc, on essaye de les gérer, on essaye d'avoir une mécanique de gestion d'avis sur certains produits qui ont totalement changé. En termes de composants, j'ai supprimé les avis. J'étais obligé parce que il y avait des avis même positifs. Oui, c'est un produit qui n'existe plus. Qui n'est plus le même du tout. Qui n'a pas la même composition, les mêmes effets. C'est juste que le SKU a resté le même et le produit a évolué. Donc, on a rééquilibré pour être au plus juste sur ça. On essaye aussi d'amener des avis non seulement réels, vrais, mais en termes vrais, je veux dire... Quand quelqu'un donne son avis sur les performances d'un produit, aujourd'hui, on vend des compléments alimentaires. Pour certains, ça nécessite une prise de 3 à 6 mois pour voir des effets. Donc, demander un avis au client 3 jours après son achat, ça ne sert à rien. Donc, et lui demander 6 mois après, peut-être qu'il n'en a pas envie. Donc, il y a un équilibre à trouver entre le quand demander cet avis, et pour que ça soit probant, il faut que le client sente un effet ou puisse donner un avis juste sur le produit. Donc, il y a des ajustements qu'on a fait à fur et à mesure pour trouver l'équilibre du quand demander l'avis par produit. Il y a certains produits, des boosters comme la caféine, où je peux te demander ton avis 2 jours après la prise, parce que c'est un ressenti direct, des effets directs. Et il y a des produits comme le collagène, où c'est une mécanique de cure, et demander un avis 1 semaine après, ça n'a aucun sens. Ouais. Aucun sens. Donc, hormis le client qui va me donner son avis sur la livraison ou sur est-ce qu'il y a de retard ou pas du retard, est-ce que le packaging lui plaît ou pas, mais pas sur le produit lui-même. Donc, toute une gestion sur ça. Ensuite, l'IA nous a permis effectivement d'analyser ces avis par produit, de sortir des insights qui ne sont pas encore utilisés concrètement sur le site, parce que ce que j'aimerais, c'est d'avoir peut-être un bloc sur les pages produits qui est fait par l'IA et qui est un récap des 50 derniers avis, par exemple. Donc, l'IA analyserait les 50, crée un avis créé par l'IA, dit comme ça sur le e-shop, mais ce qui est un résumé des 50 derniers, avec les points positifs, les points négatifs selon l'IA. Donc ça, c'est une feature qu'on aimerait mettre en place et qu'on est en train de penser. Donc l'IA, effectivement, sur les avis, il y a sur la retranscription des avis pour le client final, parce que qui va lire 50, 60, 200, 500 avis sur une page produit? Donc il vaut mieux résumer. Et deuxièmement, pour nous, pour les insights, pour mieux comprendre les retours de nos clients, et on analyse ces avis pour en tirer des insights sur les problématiques
Dernièrement, par exemple, sur nos pots de 4 kilos, par exemple, c'est des seaux, hein, des gros seaux de 4 kilos. Il nous est arrivé que le client, quand il les reçoit ouverts. Le pot mal fermé, la forme. Donc, on a commencé à avoir des retours service client et en plus des avis sur les fiches produits dans ce sens, ce qui nous a permis de corriger le tir, de changer le système de fermeture du pot et d'accompagner les clients, bien sûr, sur le retour produit et ainsi de suite. Donc, ça nous permet effectivement de gérer... et pour vous dire, les avis aujourd'hui, en termes opérationnels chez nous, sont gérés par le service client. C'est eux qui répondent aux avis sur les fiches produits. Donc, on considère ça comme outil de fin de parcours d'achat sur un engagement du service client à répondre à des problématiques clients one-to-one. Ok, intéressant. Est-ce que tu as un impact sur le merch aussi de ces avis? Le merchandising est représentant ton produit dans tes catégories? Oui, forcément, un produit qui va recevoir des mauvais avis, on essaie de le corriger rapidement. On essaie sinon, il perd complètement sa force en merchandising. Donc, on essaie de corriger le tir sur le correctif annoncé par les clients dans les avis. Néanmoins, on essaie aussi de contacter les clients pour comprendre, parce que par moment, un avis, la marque n'arrive pas à le transcrire directement. Quand le client dit « ce produit ne me va pas », point. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, oui. Exactement. Donc, on essaie de rentrer en contact avec nos clients. Et ça, c'est la force de Nutrimuscle, c'est qu'on a un service client en interne. Donc, une équipe de passionnés. Vous pouvez les appeler pour des questions produits. Si vous êtes énervé parce que vous avez votre commande qui n'est pas arrivée à l'heure, ou si vous avez acheté un produit A et que vous vous posez des questions sur le produit B, ils peuvent vous conseiller, vous orienter sur le meilleur produit. C'est vraiment des passionnés du produit, du sport, des sportifs. C'est tous des gros sportifs. Et ça nous permet effectivement de mieux orienter les avis, de comprendre nos retours clients. C'est ce qui est clé aujourd'hui. Quel outil pour le SAV? Gorgias. Gorgias, et quelle place de l'IA dans le SAV? Alors, pour le moment, on traite les avis, comme je vous l'ai dit. Donc, et prochainement, on retranscrit les appels et on comprend l'appel lui-même quand le client le souhaite, bien sûr, sous cette condition-là, pour retranscrire les insights des appels enregistrés. Donc ça, c'est la suite qu'on est en train de mettre en place. Actuellement, l'IA, en fait, essentiellement chez nous, il y a plusieurs projets, mais les plus gros, ça reste bien sûr le copywriting, mais ça, c'est plutôt traditionnel. Et on a un gros sujet sur la data, donc qui est aujourd'hui les insights. On a une quantité de données très, très importante, on le sait. Il y a beaucoup d'e-commerçants dans notre cas, je ne dis pas qu'il n'y a que nous, mais on le sait, on a des datas de GA4, Shopify, Yotpo, ça va dans tous les sens, des quantités de data énormes, que ça peut être analyse client, ça peut être des analyses produits, parcours, plein de pistes différentes. Des échanges SAV. Des échanges SAV. Donc, en interne, j'ai un data analyst. Donc, moi, je suis plutôt orienté aussi data. Mais voilà, c'est pas si simple de sortir tout. En termes de stack, on a construit un nouveau data warehouse sur BigQuery, donc où on stocke l'ensemble, on merge l'ensemble des data. Il y a de la data quality, de la data merge dessus. Donc on a modélisé. Il y a du quanti et du quali. En plus, il faut savoir faire le bridge. Exact. On a stocké tout, en tout cas, dans BigQuery. Donc ça, c'est le premier. Et on a mis Tableau à côté. Donc pour de la data vise, du dashboarding, Tableau qui va nous permettre de enfin faire des analyses croisées entre programme de feed, les data e-commerce de Shopify, le programme le service client et ainsi de suite. Et on en parlait tout à l'heure, depuis quelques semaines, l'IA intégrée directement sur Shopify, très intéressant. En tout cas, les premiers tests sont super intéressants. Je ne sais pas quand l'épisode sort, mais on enregistre le 27 mai. Il y a eu la Summer Edition il y a quelques jours, c'était jeudi ou vendredi dernier, avec grosse place à l'IA. Oui. J'ai fait des premiers tests, on a fait des premiers tests. Effectivement, c'est très intéressant. On voit facilement là où on peut aller dans le futur et ce que ça va donner. Des fonctionnalités très importantes. Je donne un exemple. Sur des requêtes et des demandes qui nécessitent normalement beaucoup d'analyse et beaucoup d'analyse croisée, j'ai demandé à l'IA de Shopify quel est le meilleur bundle produit que je peux créer pour
plaire et pour attirer le maximum de nouveaux clients. Donc, question normalement qui nécessite un peu de travail. L'IA m'a proposé un bundle de 3 produits qu'on avait. Donc ça veut dire qu'on était dans le bon sens. Voilà, qu'on avait, mais c'était très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle me propose, avec un seul bouton, un clic, de me générer la fiche produit du bundle, si je ne l'avais pas, et me poser des descriptifs dans les bons champs, déjà. Donc, on peut imaginer dans 2-3 ans. On peut imaginer que... 2-3 semaines. Oui, on peut l'imaginer aussi. Mais que sur un clic, j'ai ma fiche produit qui était poussée par l'IA, déjà créée. Donc, c'est quand même très intéressant. Autre question que j'ai posée à l'IA sur quel est le meilleur prix, à quel prix je dois mettre tel produit pour optimiser les ventes, en prenant en compte est-ce que c'est de la réduction, pas de la réduction. Nous, on appelle ça de la générosité. Est-ce qu'il y a de la générosité sur le produit ou pas? En sachant que la générosité, c'est très compliqué parce qu'il y a la générosité directe qui est la réduction, mais il y a aussi la générosité qu'on peut avoir sur la commande, le shipping gratuit par exemple, et on peut avoir la générosité du programme de feed. J'ai X points et j'ai un produit que j'ajoute additionnel gratuit. Combinaison des trois, ça peut être complexe. Et elle a analysé tout ça. Elle est revenue sur un historique d'achat de 2 ans. Et elle m'a sorti toute une analyse d'insight sur quel est le meilleur prix et pourquoi. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Aujourd'hui, j'avoue qu'on peut faire mieux avec des IA externes en pluguant bien comme il faut ChatGPT à toute sa data et tout. Néanmoins, l'avoir l'IA directement sur Shopify, je pense que ça peut aider mes équipes, en tout cas, à aller plus vite sur certaines analyses, à sortir des insights plus rapidement. Donc, c'est intéressant. Et on en parlait avec Kevin Couvet, mon directeur technique, avec qui on a fait une série spéciale qui s'appelle la série spéciale Tech sur le sujet, et qui disait qu'en plus, le jour où, si on s'autorise à sortir du cadre de ton business et d'aller chercher des valeurs marché pour Shopify qui gère quand même une bonne partie de vente, tu peux avoir des insights hyper intéressants. Oui, quel est selon toi, sur le marché, le meilleur prix pour vendre mon kilo de prot? Exactement. Mais quand j'ai posé la question à Shopify, je me suis posé la question, est-ce qu'il va faire un benchmark ou pas? Mais en fait, non. Mais dans le futur, pourquoi pas, effectivement. Ce qui est, je pense, une opportunité, mais une menace aussi. Oui. Parce que si on peut chercher ailleurs, on peut chercher chez nous aussi. Hyper intéressant. Tiens, restons là-dessus, parce qu'on est lancé. L'utilisation de l'IA, tu me l'as dit, Shopify, le SAV, le copywriting. Le copywriting, justement, et les études scientifiques. Parce que tu me disais, quand on préparait l'épisode, qu'il y a des études qui sont scientifiques, qui sont techniques, qui sont complexes, mais que tu as aussi un rôle de démocratisation, d'évangélisation sur ton sujet. Exact. Donc, on vend des compléments qui sont backés par plein d'études. Certains, comme la créatine, par exemple, le complément, c'est le complément alimentaire le plus étudié sur la planète. Donc, des centaines d'études avec un complément plutôt très intéressant parce qu'il était, disons, pour les sportifs, mais de plus en plus, on le voit comme support de complémentation pour le système neuronal, pour des seniors, d'autres cibles qui n'est pas sportive du tout. Donc, et sur certains pays, il est poussé complètement pour d'autres bienfaits que les bienfaits musculaires. Donc ces études-là et cet argumentaire est très orienté science. Et c'est notre ADN chez Nutrimuscle, c'est qu'on a des fiches produits où on peut trouver les études, les fameuses études dont je vous parle. Donc on descend et on peut télécharger en PDF l'ensemble des études qu'il y a sur la fiche produit. Ces études-là sont complexes, ne sont pas accessibles à tous en termes de compréhension. Même, nous-mêmes, il n'y a que les gens qui sont derrière RAD qui comprennent vraiment tout. Il faut être chimiste. RAD recherche et développement. Oui, pardon. R&D, excuse-moi. Ouais. Et donc, l'idée, c'était d'évangéliser le discours scientifique. Donc, l'IA nous permet de le faire parce que l'IA, il suffit de lui donner... bien sûr l'orienter, mais lui donner accès à nos fiches produits, à ses études par produit, et elle peut évangéliser en termes de discours, dire quels sont les USP, l'argumentaire produit, le meilleur argumentaire produit qu'on doit pousser, basé sur ces études. Et expliquer ces études de façon à évangéliser le discours auprès de monsieur et madame tout le monde, et nos sportifs aussi. Donc ça permet effectivement ça, et c'est très très fort, parce que ça nous permet aussi
à nous, en interne, Mais j'imagine qu'au SAV, même si c'était passionné, c'est pas forcément des techs non plus. Exactement. Des scientifiques. Et oui. donc, Non, mais ça permet au SAV, ça permet au copywriting de mieux écrire. Ça permet des meilleures perfs en SEO parce que l'article qu'on écrit en finale, il est plus pertinent parce que soutenu par des études, par des chiffres. Donc, c'est une chaîne, hein, mais effectivement, ça permet aujourd'hui d'évangéliser sur ce sujet-là. Restons sur le SEO, parce qu'il y a une grosse progression, tu me le disais. Comme on le disait tout à l'heure, une marque à 30 ans sur le même nom. En plus, tu dois avoir accessoirement un peu de Google Juice sur le nom de domaine. Oui. Quelle est votre approche ? Alors, comme je l'ai dit, en fait, on est beaucoup moins dépendant déjà au paid. Pourquoi on est moins dépendant au paid ? Parce qu'on a réussi à progresser dans essentiellement 2 leviers qui sont le social, organique, nos réseaux, plus le SEO. J'associe les deux, pourquoi ? Parce que le SEO, quand on les décortique, on voit qu'on a grossi sur la partie brand, le juice de Google, mais aussi notre capacité à attirer des gens qui vont chercher la marque. Et ça, je l'associe à notre force de branding sur les réseaux, essentiellement. Donc, parce que plus notre base client grossit, plus on est présent sur les réseaux avec une forte communauté, une forte présence, plus on va générer de requêtes sur la brand. Et le deuxième levier, c'est le no brand. Donc, sur ça, c'est du pur SEO. Donc, comment on l'a construit ? 3 biais qu'on connaît tous. Le premier, le contenu. Donc, on a réussi grâce à l'IA, grâce à nos copywriters passionnés aussi, à créer plus de contenu très pertinent sur l'accompagnement au choix. On a une gamme produit élargie. Vous arrivez sur le site, il y a 6-7 collagènes différents. Lequel est pour vous ? Comment ? Pourquoi ? Comment choisir le bon entre nous et les concurrents ? Tous ces articles-là marchent très très bien. Donc, on arrive à générer du trafic sur le blog, le contenu, et arriver à faire de la transfo via ce blog. Donc, on a ajouté un bloc produit sur le blog, à droite sur le desktop, en bas sur le mobile, qui permet d'aller chercher de la conversion. Et on arrive à avoir plus d'1% de conversion sur ce trafic-là. 1% de conversion sur un trafic contenu. Ça veut dire la personne qui arrive sur une lecture, qui n'est pas là pour acheter, elle cherche comparateur ou comparer protéines ou comment bien me nourrir au petit-déj, rien à voir avec la complémentation, et on arrive à la transformer par ce biais-là. Là où le site fait des taux de conversion plutôt très bons, de plus de 6% en moyenne sur un trafic e-shop. En moyenne sur un trafic e-shop, donc tu as quand même du qualifié dessus. Tu sors tout ce qui vient des canaux comme l'email ou pas ? Non, ça au global. Au global, 6%. Au global, 6%. Okay. Au global, 6%, ce qui nous met dans le top 5 des gros taux de conversion sur Shopify. On en est fiers, on a bossé ça parce il y a 2 ans et demi, on était à 4. Donc, on a bossé ça tout doucement. Mais là, si je prends de janvier à aujourd'hui, là, cette année, on est à 6. Passer de 4 à 6, c'est quand même plus 50%. Oui. C'est énorme. Oui, c'est énorme. On insiste souvent sur le poids du CRO. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail ? Oui, bien sûr. Comment tu es passé de 4 à 6 et si tu avais 3 ou 4 principales actions que tu as menées et qui ont eu Alors, on a fait une refonte déjà. Donc, on a repensé le site en septembre 23. OK. Donc, ça, c'est le premier. Et après, la partie CRO, c'est que dans les équipes, dans mon équipe e-shop, digital e-shop, dans l'équipe e-shop digital, il y a toujours eu cette partie CRO. Donc, c'est des chefs de projet qui gèrent les tickets, qui gèrent l'évolution du site, mais avec toujours une notion de suivre la data, les parcours, comprendre les parcours et les optimiser. Je parlais des sujets essentiels, mais on a optimisé énormément la partie cross-sell. On a optimisé les parcours clients sur la nav, sur le search, sur le site. On a optimisé l'apport du contenu et le conseil en cours du parcours client. Donc, tout ça a amené, je pense, ce taux de conversion. Après, comme vous le savez, il y a les sujets des features, donc les moyens de paiement, les moyens de livraison, les modes de livraison, pardon, la simplification des USP produits. Donc, il y a plein de choses. Unique selling point, c'est les raisons d'acheter. Les arguments de l'argumentaire produit. Les raisons donc, plus on l'a travaillé et plus notre taux de conversion a grossi.
Et bien sûr, toute la stratégie produit, donc avoir des produits innovants au bon prix. On sait très bien, il suffit si on se positionne sur un produit au bon prix marché, le taux de conversion augmente sur cette fiche produit. Donc on a réussi il n'y a pas un levier de traction, il n'y en a pas un seul. Ce serait trop beau. Ça serait trop simple. On s'est posé la question parce que sur certains produits, on s'était dit, sur ce produit-là, on est peu cher, donc c'est peut-être lui qui nous a fait les 6%. Mais en zoomant, en fait, ça participait à 10% de cette progression-là. Et le reste, c'est plein d'optimisation CRO, une meilleure segmentation du paid, une meilleure segmentation du CRM. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses côte à côte. Donc le CRO est... Aujourd'hui, on a Chameleon sur la B-Test, donc Content Square sur l'analyse CRO, plus des équipes matrixées à ce modèle-là, à B-tester, à aller chercher de la performance sur tout l'ensemble du parcours client. Je serais curieux de savoir combien ça te coûte. Cette optimisation qui vient en fait en complément ou à la place du paid bête et méchant. Il suffit pas d'augmenter tes volumes pour faire des ventes, il faut que ton emailing soit bon, que ton outil marche bien, que ta fiche produit soit optimisée. Et tu m'as cité beaucoup d'outils, il y en a qui sont très chers, certains d'entre eux, bref. Sur les 40 millions, quel est le budget de ton département? Est-ce que ça se... Alors si... je veux bien que tu te rapproches un peu du micro, pardon, excuse-moi. Ouais, si je me pose sur le budget marketing en dehors du spend paid, ouais, en dehors de la générosité, donc je le segmente en trois. La générosité, tu l'as dit tout à l'heure. La réduction, c'est des réductions, c'est les remises. Donc, on va dire que le budget est splitté en trois. Donc, on a la réduction, donc cette fameuse générosité qu'on donne aux clients. Pourquoi je dis... C'est la première fois que je l'entends, je trouve ça vraiment sympa. Pourquoi générosité? Parce que c'est pas que les réductions. C'est-à-dire donner un produit gratuit, c'est pas une réduction. Donc, et donner un produit gratuit, ça fait partie de la générosité. Ça me va. La dotation aux influenceurs, pareil. Donc il y a la partie générosité, il y a le budget marketing spend paid, que ça soit du netlinking ou l'agence qui gère le SMA ou le SIA. Adds Up. Adds Up, exactement. Et la troisième partie, effectivement, c'est les outils, l'outillage. Donc, ça va de Shopify à l'ensemble du stack technique qui est autour. Donc, c'est à peu près la même somme sur les 3 tiers. Donc, et on est à peu près, je dirais, entre 10 et 15% du chiffre d'affaires. Sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Donc 5% par tiers. À peu près. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais c'est à peu près ça. Okay. Merci de ta transparence, comme sur vos produits d'ailleurs. Ouais. Il y avait un sujet, le temps file, mais il y a un sujet que je voulais encore aborder. On aurait pu l'aborder plus tôt, mais vous êtes un produit pro au sens où c'est un produit dans la salle, mais vous avez essayé d'élargir un peu l'audience et le persona de cette salle. Donc vous restez dans la salle, mais on élargit les personas, et vous avez lancé une gamme plutôt wellness, qui s'appelle Nutri-Éléments. Exact. Et vous avez fait le choix sur cette gamme, déjà d'un packaging différent, donc reconnaissable, de la distribuer sur nutrimuscle.com, mais aussi sur le site Nutri-Éléments. Exact. C'est un choix qu'on se pose, c'est une question qu'on se pose souvent, et un choix qu'on doit parfois faire pour les commerçants et e-commerçants qui lancent leur propre marque, parfois alors qu'ils sont distributeurs multimarques. On l'a vu avec Petit Pas de Géant récemment, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce qui a justifié ce choix, et je crois que vous l'avez lancé il y a un peu plus d'1 an. Quelles questions vous vous posez aujourd'hui? Alors, effectivement, je démarre par le persona. Donc le persona, effectivement, qui est un persona de quelqu'un qui fait du sport dans la salle de sport. Elle était longue, ma question. Ouais, non, je démarre par ça, non, pas du tout. Mais, et effectivement, on élargit à des personas qui sont toujours dans la salle de sport, mais qui sont moins musculation pure et dure. Donc, c'est-à-dire crossfitter, et on s'adresse à une population un peu plus élargie. Donc, cette population élargie a des besoins différents, a des besoins un peu plus wellness aussi, un peu plus que le sport. Ça veut dire qu'ils veulent aussi réfléchir à comment bien dormir, à réfléchir comment améliorer les problèmes d'articulation et d'autres bienfaits recherchés. Donc, la réflexion est de dire, on veut leur offrir la capacité d'aller chercher du produit
orienté wellness, donc qui va participer à leur bien-être en dehors de la salle, mais toujours dans des objectifs sportifs, mais il faut bien dormir pour performer. Donc, je donne cet exemple plus simple. Et donc, cette gamme produit qui a été construite, qui est une gamme wellness, bien-être, qui est packagée en verre, qui s'appelle Nutri-Éléments. Donc, on l'a lancé comme gamme au début. Donc, vendu sur Nutri-Muscle pour répondre à ce besoin de cet élargissement. Donc, quand je dis élargissement de la cible, en fait, on le voit sur découvrir plus de maillons dans la chaîne du bien-être. Exactement. On le voit sur nos réseaux sociaux que depuis 1 an, en termes d'imagerie, de DA, on voit plus de sport, plus de persona. On le voit très bien. Que la marque a changé depuis 1 an, un peu plus large. Maintenant, la question se pose effectivement de se dire pourquoi pas adresser certaines personnes qui ne sont pas dans la salle, qui ne sont pas tout le temps avec un objectif de performance et créer une marque Nutri-Éléments. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est le choix qu'on a fait. C'est le choix qu'on a fait, mais qu'on est toujours en train de réfléchir pour optimiser, comme tout business. Donc, on est en train de l'améliorer, d'étudier, de regarder les parcours clients, les datas, pour essayer de l'améliorer. Donc, on a plein d'idées qu'on est en train de tester actuellement pour orienter cette démarche de création de nouvelles marques. Donc, c'est un sujet chaud chez nous. Donc, en termes de réflexion, ça nécessite de l'énergie et on essaye d'ajuster le tir pour optimiser et que nos clients comprennent aussi que d'un côté, c'est une gamme et de l'autre, c'est une marque. Mais l'enjeu est intéressant. Donc, passer d'une gamme, quand est-ce que tu spin-off ta gamme pour en faire un produit à part entière qui te permet d'avoir un territoire d'expression de marque propre et peut-être d'aller chercher des bassins d'audience différents plutôt que d'élargir ton bassin d'audience initial. C'est une question intéressante. Mais ça veut dire de sites, de réseaux sociaux, c'est le cas. De stratégies de réseaux sociaux, de CRM pensés un peu différents. C'est le cas. Donc, on cherche, effectivement, il y a un sujet brand qui est la recherche de ce bassin d'audience, trouver le bon, avoir les bons produits pour ce bassin d'audience et construire une marque pour. Donc, ça, c'est un enjeu qui est en construction continue chez nous. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est pourquoi le faire ? C'est d'un côté, on avait envie... en fait, je vais le simplifier, mais... Vous savez, on dit souvent on crée des produits pour les astronautes et après, quand ça devient pour l'ensemble du peuple, quand on le teste sur les experts. C'est ce qu'on a fait à peu près. Donc, pendant 30 ans, on a proposé des produits experts pour les athlètes, les gens qui font de la musculation 4-5 fois par semaine. Et on s'est dit, en fait, nos produits peuvent intéresser d'autres personnes qui sont peut-être dans le running, qui vont à la salle 1 fois par semaine. Ils ont un objectif plutôt bien-être que performance, versus performance. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi Nutri-Éléments. C'est pour les emmener. Ils ont d'autres enjeux que de la performance. Donc, on est parti de l'ADN Nutri-Muscle, le sport, la perf, et on a glissé sur une marque qui propose d'accompagner dans le sport du quotidien. Et de ce qu'on appelle, nous, Active Health. Donc, c'est... Active Health, voilà. OK. Ramzi, on a fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder. Il y en a encore quelques-uns sur lesquels je serais bien allé. Ton CAC, ton ROAS, ta dépendance au paid, mais qu'on a... Allez, restons là-dessus parce que je l'avais annoncé en intro. Vous êtes passé il y a 2 ans de 60% de paid à 20% aujourd'hui. J'ai compris que c'est par le SEO, l'affiliation, l'influence, le social media, le travail du CRM, la feed... Exact. L'influence, l'affiliation. Okay. Ouais. Donc, c'est les principaux leviers qui ont fait que... Vous avez réduit cette dépendance au paid. Au paid direct. Et même si je mets l'influence et l'affiliation dans le paid, si on met SIA, SMA, influence et affiliation, même ça réduit par rapport à avant en termes de dépendance. Parce que le SEO et l'organique ont pris de la valeur. Je te donne un exemple, mais vous tapez whey ou créatine, on est dans le top 3. C'est des mots très très génériques. Comparer protéines, on est dans le top 3. C'est des requêtes qui nous amènent énormément de business. On les travaille en netlinking, en contenu et en optimisation du site. Donc voilà, c'est l'essentiel de notre stratégie est tournée vers ça. Alors, tu as cassé ta dépendance, tu l'as réduit par 3, 60 à 20% environ. Ton budget, il s'est déplacé
Ou c'est aussi une réduction de ton budget et du coup une réduction de ton CAC? Parce que ton CAC a été divisé par 2, j'ai dit en intro, donc j'ai la réponse à ma question. Oui. Réduction de mon budget. Ok. Donc, réduction de mon budget. On s'est permis l'année dernière des tests avec des gros budgets. Ça crée des cohortes intéressantes, mais pas les mêmes. Donc, on les étudie pour comprendre. Et donc, on a réduit ces budgets-là. Et plus on va être fort en organique, plus on va réduire nos budgets. Donc, l'idée, c'est pas du no ads, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire, si on arrive à faire du business faire de l'acquisition surtout aussi. Ah, c'est ça, c'est ta conquête. Comme ta conquête de nouveaux utilisateurs hors paid, elle est moins évidente que... Oui, mais je pense que l'influence et l'affiliation et le social, ça peut compenser. Compenser jusqu'à peut-être remplacer. Exact. Ramzi Ramrani, Ramrani sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Et évidemment, allez faire un tour sur nutrimuscle.com. Et j'ai pas donné l'adresse du Nutri-Élément. Nutri-Élément.com. Au pluriel. Non, au singulier, nutrielément.com. Merci infiniment, c'était passionnant. Merci beaucoup, merci, c'était passionnant. Merci beaucoup, l'échange était très sympa. Et merci pour ta transparence surtout. Je le rappelle aussi, si vous voulez écouter Théo sur Extraterrien ou dans Dream Team, qui raconte le rachat et la genèse de la marque. La genèse de la marque. Exact. Ramzi, merci infiniment. Merci. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous inscrire, vous abonner sur YouTube, sur Spotify, enfin bref, là où vous écoutez le podcast ou l'émission. Et abonnez-vous au panier, lepanier.io, pour recevoir la newsletter. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.